Bonjour, enchanté. Donc, je me présente, Maître Georges David Benayoun, avocat au barreau de Paris. Je suis avocat fiscaliste et on intervient au sein de mon cabinet beaucoup sur des problématiques d'expatriation fiscale. Et c'est d'ailleurs ce sujet-là qui nous a amené avec Rachel à vouloir vous présenter ce webinaire. Alors la destination du Portugal est une destination relativement prisée puisqu'elle a un avantage, c'est qu'elle se situe en Europe. Donc on garde beaucoup d'intérêt par rapport à la situation des Français puisque en fiscalité, aujourd'hui, faut savoir que lorsqu'on est une personne physique, en Europe, on a trois statuts différents. Soit on est résident d'un pays parce qu'on a sa nationalité, on y vit, soit on est non-résident mais européen, et soit on est non-résident non européen. Et en réalité, le non-résident européen, donc par exemple qui vit au Portugal, va avoir beaucoup plus d'avantages et de facilités que le non-résident non européen qui, lui, a des incidences beaucoup plus fortes, souvent en fiscalité, et puis dans tout ce qui concerne les problématiques administratives. Donc, l'idée de ce webinaire, avant de le commencer, c'est je me retrouve souvent avec des personnes qui viennent nous consulter, qui nous disent, alors souvent 1 an avant, 2 ans avant, mais aussi des fois 1 semaine avant, et même des fois, ils sont partis depuis 2 mois pour nous dire comment faire, qu'est-ce qu'on fait, et donc il y a une méthodologie, il y a des questions à se poser avant de vouloir partir vivre dans un autre pays. Donc, l'idée ce soir, c'est de vous présenter un peu toutes les problématiques et comment on prépare fiscalement un départ de France vers le Portugal. Donc, si on souhaite aller vivre au Portugal, il y a un certain nombre de questions à se poser, puisqu'on verra tout à l'heure qu'un des objectifs est d'aller chercher un régime de faveur qui s'appelle le régime NRH des non-résidents habituels. Ou résidents non habituels, plutôt parce qu'on confond entre l'anglais et le français. Donc, premier élément important, poser les questions et savoir quelles sont les modalités du départ de France. Nous, on a toute la typologie des clients. On a ceux qui nous disent « mais moi, je veux aller définitivement au Portugal, je vais même tout vendre ce qu'il y a en France et je ne reviendrai pas ». Ça reste une minorité. Je dirais même que c'est principalement les personnes qui sont d'origine portugaise qui ont ce sujet-là. Mais ça reste quand même relativement rare. On va se rendre compte que bien souvent, les personnes vont conserver des attaches en France, soit au regard d'une activité professionnelle en France, il reste à posséder une participation dans une société, un poste de salarié, soit parce qu'ils ont un patrimoine en France, typiquement leur résidence principale qui devient leur résidence secondaire, ils souhaitent la conserver, ou, et bien souvent parce qu'ils disent tout compte fait, on va vivre 6 mois ici, 6 mois là-bas. Et ça, on le trouve plutôt sur les personnes retraitées. Et c'est pour ça que pour bien être conseillé, pour bien prévoir ce qui va se passer à l'avenir, il faut se poser ces questions-là. Comment on se voit à l'avenir totalement au Portugal pour partir en France? Mais ça dépend aussi du statut que vous allez avoir. Est-ce que vous êtes retraité? Alors, le Portugal, je ne veux pas vexer les autres, mais est principalement une destination de retraités. Pas uniquement, puisque quand je regarde les départs qu'on a fait en 2021, j'ai un certain nombre de personnes qui ont entre 30 et 40 ans qui sont parties au Portugal. Donc, ce qu'il faut voir, retraité ou actif, avec enfant ou sans enfant. Élément important. Et tout ça, ça va nous permettre d'analyser une situation fiscale et de pouvoir prendre des décisions qui sont au départ pas des décisions d'optimisation, c'est des décisions pour savoir qu'est-ce qui se passe une fois que j'arrive au Portugal. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la France et comment ça fonctionne là-bas. Alors, pourquoi on part au Portugal? On peut aimer la mer, on peut aimer l'air, on peut aimer la nourriture, mais
On regarde aussi surtout le régime des NRH qui va permettre de bénéficier de ce qu'on appelle, nous, en fiscalité, un passeport doré. Ça veut dire qu'en contrepartie de l'obligation de passer au moins 6 mois dans l'année au Portugal, vous allez bénéficier de 2 principes importants. Le premier principe, c'est normalement une non-imposition sur les revenus de sources étrangères. Alors, ce principe a été battu en brèche, ça fait à présent 2 ans, puisque ça a commencé à s'appliquer début 2020, à la fin du premier trimestre 2020. Ça concerne les retraites. Les retraites privées françaises sont imposables au Portugal à hauteur de 10%. Alors, il se trouve que le régime était tellement favorable et que ça a créé quand même un boom de l'immobilier au Portugal, ce régime, que lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir au Portugal, ils ont fait passer ce texte en précisant que c'était plus 0, c'était 10%. Mais le principe de base, et sans rentrer, alors il y a d'autres exceptions, mais sans rentrer dans trop de détails, c'est vraiment la non-imposition sur les revenus de sources étrangères. Vous allez voir, on va en parler un peu plus tard. L'autre élément, c'est de dire que sur les revenus de sources portugaises, et là je parle plutôt des actifs par définition, ils vont pouvoir bénéficier d'un taux fixe d'imposition de 20%. Alors, il y a un certain nombre de critères à remplir. Les critères, ils sont plutôt remplis facilement, et donc c'est un intérêt. C'est-à-dire qu'on va éviter l'impôt portugais par tranche en étant plafonné à 20% sur la totalité des revenus. C'est quand même important parce que quand on voit, par exemple, l'impôt en France qui monte jusqu'à 45%, en Belgique jusqu'à 50%, le plafonnement sur les revenus à 20% est intéressant. Donc, c'est vrai, le mix entre la non-imposition sur les revenus de sources étrangères et uniquement 10% sur les retraites, et puis une sous-imposition, parce qu'une imposition fixe sur les revenus de sources portugaises, font qu'on a un régime fiscal de faveur. Ce régime fiscal, pour pouvoir en bénéficier, il va falloir mettre en avant 2 critères. Le premier critère, ne pas avoir été résident fiscal portugais au titre des 6 dernières années. Ça, c'est relativement facile puisque généralement, les personnes n'ont pas été résidents fiscales portugaises parce qu'elles viennent de France ou d'autres pays. Alors attention, pour ceux qui ont eu l'idée d'acheter un bien et de le donner en location, il y a certains experts comptables, et nous, on a aujourd'hui quelques dossiers. Il y a certains experts comptables portugais qui, en leur prenant leur numéro fiscal, les ont mis en résidents fiscaux portugais. Donc, par exemple, nous, on a un dossier où on a un confrère portugais qui est en train de faire toute une procédure au Portugal pour expliquer que son client avait juste des revenus immobiliers du Portugal, qu'il n'était pas résident fiscal portugais parce qu'il était résident fiscal français et qu'on lui a amené toutes les preuves, et donc il peut bénéficier de ce régime de faveur qui a quand même une durée de vie de 10 ans. Donc ça, c'est important. Le deuxième élément, c'est l'obligation de passer 6 mois par an au Portugal. Alors, ça reste une obligation de façade parce que le Portugal n'étant pas une île et faisant partie de l'Europe, on ne sait pas qui rentre, qui en sort, et que les 2 seuls mouchards qui existent aujourd'hui aux yeux du fisc, ce sont les téléphones portables et la carte bancaire. C'est quand même ce qu'il y a de plus facilement organisable. Mais on le voit puisque nous, même si au début on ne nous dit pas toute la vérité, on voit que nos clients restent généralement beaucoup plus que 6 mois au Portugal. Donc, une fois qu'on s'est posé ces questions, qu'on connaît un régime de faveur que l'on va aller chercher, on va regarder comment ça marche avec la France. Alors, je suis toujours étonné, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cette thématique aujourd'hui avec Rachel, je suis toujours étonné du nombre de personnes qui me disent « Bon, je vais au Portugal, ils y ont été des fois un certain temps et des fois pas du tout.
et sans se dire, mais est-ce que tout compte fait, je ne vais pas encore avoir des impositions en France? Alors, concernant les impositions, je vous ai sélectionné un certain nombre de sujets. Premièrement, les salaires. On peut imaginer que vous avez pris votre retraite ou que vous allez la prendre et que vous avez l'habitude et vous souhaitez encore prendre des salaires. Le salaire pour un non-résident fiscal français, c'est toujours une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes résident fiscal français, vous êtes imposé selon le quotient familial. Donc, en fonction du nombre de personnes dans le foyer, que si vous êtes marié, pacsé, célibataire, avec enfants, sans enfants. Et puis, on a un taux d'imposition qui s'applique. Il se trouve que lorsque vous êtes non-résident, on a un taux qui s'applique uniquement, c'est un taux proportionnel au regard d'un montant de rémunération. Donc, jusqu'à 15 000 €, vous allez être à zéro d'impôt, puis au-dessus, ça va monter, et puis ça va monter plutôt relativement vite. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes qui se donnent des rémunérations importantes, s'ils ne font pas attention, ils vont avoir une fiscalité proportionnellement beaucoup plus importante que lorsqu'ils étaient résidents fiscaux français, puisque c'était absorbé par la notion du quotient familial. Donc, souvent, nous, on demande à nos clients qui sont, quand on parle de salaire, souvent dirigeants d'entreprise, de limiter la rémunération, voire de la surprimer, de la remplacer par d'autres dispositifs. Les retraites publiques. Les retraites publiques concernent, si je regarde les derniers exemples que nous, on a, ça peut concerner des médecins, des fonctionnaires, des professeurs, donc tout type de personnes. Il faut savoir que ces personnes, quel que soit le lieu de destination, alors dans notre cas, c'est le Portugal aujourd'hui, mais même si ce n'était pas le Portugal, très souvent, les retraites publiques restent imposables en France, avec un système de retenue à la source. Les retraites privées, on en a parlé tout à l'heure, elles ne sont pas imposables en France et elles vont être imposables au Portugal dans la limite de 10%. Concernant les revenus fonciers, alors c'est important les revenus fonciers parce que historiquement, on le voit, nous, sur nos clients, allez, quasiment 4 personnes sur 5 qui partent ont un patrimoine en France qu'ils donnent en location. Donc, les règles de calcul, qu'on soit résident ou non résident, sont strictement identiques. La seule chose, c'est que vous allez avoir un taux d'imposition différent. Même chose que ce que je vous ai expliqué pour les salaires. On n'a pas de quotient familial qui joue. Et pour le coup, on a une imposition qui va être de 20% dès le premier euro de revenus fonciers et qui, au-dessus des 25 700, va passer à 30%. Alors, il faut savoir une chose, c'est que pour le Portugal, on va être amené ou pas à rajouter les contributions sociales. Alors, c'est notamment une disposition propre à l'Europe. Si vous prouvez que vous bénéficiez d'un régime de sécurité sociale au Portugal, vous n'aurez pas de contribution sociale en France à payer sur les revenus fonciers. Donc, il y a une croix à remplir dans votre déclaration d'impôt et vous n'aurez pas les 17,2. Ça change tout parce que de 30%, vous passeriez à une imposition, pardon, de 12,2, vous allez passer à une de 17,2, pardon, vous allez passer à une imposition de 0. Or, si on reprend la règle que je vous ai explicitée, qui est de 20% dès le premier euro, plus les contributions sociales, vous êtes soit à 20%, soit à 37,2%, et après, vous passez à 30%, soit à 47,2% d'impôt. Donc, le sujet de bénéficier d'un régime de sécurité sociale au Portugal a son importance vis-à-vis de l'imposition des revenus fonciers. Élément important, on se rend compte en pratique que les revenus fonciers sont plutôt surimposés lorsqu'on est non-résident, et notamment pour les petits revenus fonciers. À l'inverse, si vous avez des revenus fonciers importants, vous avez tout intérêt à partir. Si votre choix et votre destination privilégiée est le Portugal. Pourquoi?
Parce que comme je vous l'ai dit, vous avez une imposition à 20%, puis après qui monte à 30%. Or, en qualité de résident fiscal français, vous pourriez avoir une imposition allant jusqu'à 45%. Donc, ça veut dire que typiquement, vous pouvez faire une économie entre 25 et 15% d'impôts, parce que vous êtes de 30 à 45%. Donc, élément important sur les revenus fonciers, on les détermine de la même manière que si vous étiez ou si vous êtes résident fiscal français. Par contre, le calcul diffère. On a un calcul dès le premier euro avec une première tranche à 20%, une deuxième à 30%. Et il faut voir si vous rajoutez dessus les contributions sociales. Troisième élément dont je voulais vous parler, c'est les cessions de titres de sociétés françaises. Lorsque vous avez une société française, alors on va regarder qu'elle soit familiale ou pas familiale parce qu'on a des pourcentages différents. Il faut savoir que l'imposition, la plus-value, sera normalement imposable uniquement en France. C'est-à-dire que vous aurez la fiscalité française imposable. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on va en parler tout à l'heure avec le mécanisme de l'exit tax. Autre élément que je voulais vous préciser qui fait penser au titre, ce sont les dividendes. Aujourd'hui, vous êtes associé d'une société française. Quand vous percevez des dividendes, vous êtes imposé à 30%, ce qu'on appelle la flat tax. Sauf si, cas exceptionnel, vous pouvez bénéficier d'un taux inférieur, mais on va dire, normalement, vous êtes à la flat tax à 30%. En qualité de non-résident français devenant résident fiscal portugais, votre imposition de 30% va tomber à 12,8%. Pourquoi? Parce que le taux conventionnel entre la France et le Portugal est de 15%, mais que ce taux conventionnel ne s'applique pas lorsque le taux interne, celui qui s'applique à tous les Français, est de 12,8%. Je vous rappelle que la flat tax est 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de contribution sociale. Donc, il est effectivement plutôt très intéressant d'être résident fiscal portugais et de bénéficier de distributions de dividendes provenant de la France. Autre élément, autre impôt à voir où on a un sujet qui se pose, c'est l'impôt sur la fortune. Alors, bien évidemment, quand je pose la question à mes clients, j'ai encore fait le test hier matin, on me dit non, l'impôt sur la fortune, ce n'est pas pour moi. Et puis, quand je lui dis vous allez m'expliquer ce que vous avez, et que je lui explique que sur la résidence principale, lorsqu'on est non-résident, on perd l'abattement. Donc, typiquement, vous avez, on va dire, un bien immobilier en France qui vaut, disons, 1 million d'euros. Comme vous avez, si c'est votre résidence principale, vous avez un abattement de 30% et donc, vous devez déclarer 700 000 euros. À partir du moment où vous posez le pied au Portugal, ce n'est plus votre résidence principale. C'est une résidence secondaire. Et donc, les 30%, vous les avez perdus dans le calcul de votre impôt sur la fortune. Donc, ce que vous déclariez avant à 700 000, vous allez le déclarer à 1 million. Alors, pour peu que vous ayez quasiment plus d'emprunt et peut-être un autre bien à côté, vous passerez la barre du fatidique d'1,3 million. Donc, toujours se poser la question. Alors, se poser la question parce que il se trouve que moi, mes clients résidents fiscaux étrangers, quelles que soient les destinations, sont domiciliés à mon cabinet, donc on en gère quand même beaucoup, et je peux vous dire que l'impôt sur la fortune, on a quasiment une demande d'information minimum, tous les 15 jours. Donc, c'est extrêmement contrôlé par le centre des non-résidents. Pourquoi? Parce que c'est simple, hein. Typiquement, alors, si vous êtes avec une structure à l'impôt société, ils ne le voient pas, mais si vous avez des revenus fonciers, ça se voit tout de suite. En fonction de la valeur des revenus fonciers, et puis derrière, ils cherchent un peu si vous avez encore une résidence secondaire ou plusieurs résidences secondaires en France, on est rapidement à l'impôt sur la fortune. Alors, je vous dis pas ça pour vous dire de le payer, mais c'est toujours des délais de prescription très longs, 6 ans. Et donc, généralement, quand on se fait rattraper au bout de 6 ans, on peut avoir un sujet un peu compliqué.
Moi, la semaine dernière, j'ai fait partir 2 régularisations suite à des demandes du fisc. On avait quand même un sujet à 20 000 € et puis un autre à 60 000 €. Donc, ça monte vite 6 ans. Donc, il faut plutôt éviter. Et bien évidemment, quand je vous parle de ces sommes-là, c'est parce que l'administration avait mis des pénalités de 40% qui ne vous suppriment jamais. Jamais, jamais. Pour avoir une cliente qui est en curatelle et une autre qui a plus de 100 ans, et on a beau leur dire, mais la personne ne savait pas, l'administration applique l'IFI, elle considère que si vous êtes à l'impôt sur la fortune, c'est que vous le saviez vous-même, et donc vous deviez déclarer votre impôt sur la fortune immobilière. Je continue. Donc, sur cette deuxième partie, moi, je voulais voir un certain nombre de cas un peu intéressants lorsqu'on part, et donc j'en ai sélectionné 4. Premièrement, le sort de votre résidence principale. On vient de voir, votre résidence principale va devenir une secondaire. Il se trouve que l'abattement pour résidence principale va devenir caduc avec la résidence fiscale portugaise. Alors, la loi a évolué en 2019. Jusqu'à présent, avant, il suffisait que vous deveniez résident pour perdre l'abattement. Lorsque vous allez vivre au Portugal, vous avez 1 an pour vendre le bien et bénéficier de l'exonération résidence principale. Maintenant, si vous souhaitez le conserver, eh ben on va le faire, on va regarder le régime d'imposition comme pour tous les résidents fiscaux français, c'est-à-dire si vous avez une détention supérieure à 30 ans, vous aurez une exonération de plus-value. Si vous avez une détention inférieure à 30 ans, ben on aura un impôt à déclarer. Ne pas oublier que la conservation d'une résidence en France coûte cher. Je le dis souvent à mes clients parce que je suis habitué typiquement à ce que mes clients conservent leur ancienne résidence principale. Et puis, je les vois souvent revenir au bout de 2 ou 3 ans me dire, bon, on a des fuites d'eau, on a des charges de copropriété, on a du jardinage, on a telle et telle chose qui font que. Si vous rajoutez l'impôt sur la fortune immobilière et la taxe d'habitation, là, la coupe est pleine. Alors, pourquoi je vous parle de la taxe d'habitation? Parce que les villes, et notamment les grosses métropoles ayant de moins en moins de revenus, elles ont décidé de taxer différemment les résidences secondaires. Alors, rassurez-vous, vous n'allez pas être surtaxé. Par exemple, si vous détenez un bien à Paris au regard d'une résidence fiscale portugaise, vous seriez parti vivre à Marseille et vous avez un bien à Paris, vous auriez la même imposition. Sauf que on a un delta qui est de près de 40%. Et 40% sur taxe d'habitation, il y a un moment où ça devient juste insupportable. Donc, concernant la conservation de votre ancienne résidence principale, le fait de la vendre, de la conserver, il y a beaucoup de sujets, il faut penser aux aspects fiscaux. Concernant l'exit tax, un peu comme les mécanismes de contribution sociale, l'exit tax a une application un peu particulière avec le Portugal, puisqu'on est sur un pays européen. Alors d'abord, c'est quoi l'exit tax? C'est lorsque vous détenez des titres de société pour une valeur supérieure à 800 000 € ou lorsque vous détenez plus de 50% de cette société. Et donc, on va vous calculer au jour de votre départ des plus-values latentes. Contrairement à ce qui se passe pour des non-résidents non européens, la déclaration n'est pas à déposer avant le départ de France, mais elle est à déposer avec la déclaration d'impôt qui suivra votre départ de France. Donc, si vous partez par exemple le 19 janvier, on va dire demain, le 20 janvier 2022, vous aurez une déclaration d'exit tax à faire au mois de juin 2023. Très important, c'est un moyen pour l'administration fiscale de suivre l'imposition, de suivre l'évolution d'une société. Et donc, ce n'est pas à prendre à la légère, c'est extrêmement administratif. On a un mécanisme un peu compliqué parce que en France, on a l'habitude de faire compliqué. Donc, on a aujourd'hui un régime
concernant ceux qui sont partis sous Sarkozy, ceux qui sont partis sous Hollande, enfin ceux qui sont partis sous Macron, en attendant de voir si on ne va pas en avoir à nouveau dans un an. Donc, on verra bien, mais l'exit tax, aussi, je voudrais préciser, ça ne concerne pas que les actifs. Parce que quand je pose la question, la première réponse de quelques-uns de mes clients me disent « Non, mais moi, je suis à la retraite, ça ne me concerne pas. » Peu importe que vous soyez à la retraite. Alors, le sujet qu'on a lorsque vous êtes à la retraite, et donc, normalement, vous n'avez pas obligatoirement de titre de société, c'est soit des titres d'une société familiale, et ça, c'est important parce qu'on va, pour calcul, on va regarder si vous détenez des titres avec des membres de votre famille ou pas. Et deuxième élément, c'est tout simplement, vous avez un portefeuille titre extrêmement important, éligible à l'exit tax. Il dépasse les 800 000 euros. Et donc, ça peut être le cas. On a, par exemple, nous, on le trouve, je vous mets quand même en garde, on a des personnes qui aujourd'hui sont chez nos clients, sont à la retraite, mais qui ont bénéficié et qui bénéficient d'actions gratuites ou de BSA lorsqu'ils étaient encore en poste. Et quand on met bout à bout, on a des valeurs qui dépassent les sommes des 800 000 euros, rarement les 50%, puisque si la société est cotée, c'est juste impossible, mais dépasser les 800 000 euros, et donc on a de l'exit tax. Ce n'est pas neutre, il ne faut pas l'oublier. Autre élément important, c'est le régime matrimonial. Pourquoi? Parce que, alors quand je parle de ça avec mes clients, ils me disent, mais vous allez quand même très très loin. Alors nous, on va très loin parce que comme on voit tous les sujets revenir, il y a un moment, on prévient nos clients et puis on travaille avec eux sur tous les aspects. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il faut expliquer une chose, c'est qu'on a une convention internationale qui date à présent de 2015, qui a pour principe de poser que l'État, on applique le droit civil du pays où vous avez votre résidence habituelle. Alors, si vous vous souvenez un peu de l'affaire Johnny Hallyday, c'est un peu les enjeux qui y sont. Et donc, la question est de savoir de quel droit vous allez dépendre et qu'est-ce qui va se passer. Alors, on va réfléchir ensemble sur est-ce que vous partez définitivement au Portugal, vous laissez des choses en France, vos enfants sont-ils au Portugal, en France ou ailleurs? Et donc, en fonction de ça, pour protéger nos clients quand même, typiquement, dans les 3 mois de leur arrivée au Portugal, on leur demande de faire un testament. Donc, ne pas laisser ça à la légère et penser que ça n'a pas d'effet, c'est sûrement le sujet le moins abordé par mes clients et qui peut avoir des effets totalement calamiteux si ce n'est pas géré. Un fiscaliste qui vous assiste sur un départ de France et qui ne vous parle pas de ça, pour moi, il commet une faute essentielle. Alors, typiquement aussi, nous, lorsqu'on accompagne nos clients sur des questions de départ de France, alors ça se passe avant, après, on va dire pendant 1 an, on va vérifier, on va demander un certain nombre de documents et puis on va nettoyer un peu tout ce qui se passe en France pour le donner représentatif d'un non-résident. Donc, il y a par exemple des placements immobiliers qui sont interdits, notamment des placements défiscalisés qui peuvent pas être dont un non-résident ne peut plus bénéficier. On a aussi des sujets sur des placements financiers du type Codévi, un certain nombre de placements qui ne peuvent pas être détenus par des non-résidents. Donc, on a un certain nombre d'éléments et on voit qu'au bout d'1 an, une fois qu'on a réglé tout ça, typiquement, un peu plus tard, nos clients nous disent « Au fait, en cas de transmission, on fait quoi? Ça devient quoi? Et qui va payer quoi ?» Donc, il faut quand même se protéger parce que les accidents de la vie existent et donc se poser la question du régime matrimonial, éventuellement d'une transmission, mais je dirais que ce n'est pas le sujet au moment du départ, mais au moins d'un testament pour protéger les 2 conjoints. Et puis, on arrive au sujet que mes clients adorent, qui ont fait de moi un spécialiste de la sécurité sociale, alors que s'il y a bien une matière qu'on ne supporte pas, c'est celle-ci.
c'est que j'ai 100%, je dirais même 150% de mes clients, quelle que soit la destination où ils vont. Alors nous, on en a qui sont en Australie ou au Brésil. Tout le monde veut la sécurité sociale française. Donc, à juste titre, hein, parce que je peux vous dire, quand mes clients me racontent leurs épopées, et le Portugal n'est pas le pire, et heureusement. Mais c'est toujours bien d'avoir la sécurité sociale française. Il se trouve qu'on a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place, notamment depuis 2019. Donc, on va faire simple, on va dire un retraité, dans 90% des cas, il pourra bénéficier de la sécurité sociale française. Un non-retraité, ça va être beaucoup plus compliqué parce que on va regarder où est-ce qu'il a des sources de revenus, où est-ce qu'il génère et est-ce qu'il bénéficie d'une sécurité sociale portugaise. Donc, c'est pour ça que je fais bien la distinction dans ce que je vous souligne ici entre les retraités et les non-retraités. Enfin, dernier point que je voulais développer devant vous avant de regarder quelques questions, c'est ne pensez pas que la France vous oublie. Et donc, que lorsque vous posez le pied au Portugal le 20 janvier, vous n'aurez plus rien à faire en France, plus rien à payer. Le b.a.-ba, c'est déjà de tenir informé l'administration fiscale. Puis, vous allez avoir un deuxième élément qui est notamment pour les retraités, c'est que depuis le prélèvement à la source, l'instauration du prélèvement à la source, tous les mois, votre caisse de retraite vous prélève des sommes. Votre caisse de retraite, contrairement à ce qu'on pourrait penser et ce qu'elles ont pensé pendant longtemps, puisque ça, c'est un sujet que nous, on connaît parfaitement depuis 2019, elle joue un peu le rôle de votre employeur. Donc, quand vous partez le 20 janvier, vous pouvez écrire le 21 janvier à votre caisse de retraite pour lui dire que vous êtes parti. Elle n'en a rien à faire, elle va continuer à vous prélever comme un résident fiscal français. Elle va exiger des preuves, et notamment des preuves du fisc portugais, comme quoi vous êtes vraiment résident fiscal portugais. Le problème, c'est que ces documents-là, on ne les obtient pas avant un certain nombre de mois. Et donc, alors nous, on les contourne parce qu'on a réussi à établir des documents types acceptés par l'administration fiscale française et par les caisses de retraite. Et donc, en pratique, si vous avez votre caisse de retraite générale, puis vos complémentaires, il va falloir attendre dans un couple que la dernière des caisses de retraite ait validé votre résidence fiscale portugaise pour qu'il recalcule les charges sociales qui prennent sur vos retraites et qui notifie à l'administration fiscale que vous êtes bien résident fiscaux portugais. Et nous, à ce moment-là, on va déposer une réclamation et demander un remboursement. Alors avant, le remboursement, il pouvait avoir lieu à n'importe quel moment de l'année. Le fisc français s'est dit, tiens, je vais pouvoir gagner un peu. Et donc maintenant, il faut le demander et l'obtenir dans le cadre de la déclaration d'impôt. En pratique, mais c'est aussi lié au Covid, sur 2019-2020, on avait une mise en place qui durait en moyenne 3-4 mois. Aujourd'hui, on est à plus de 6 mois. Et donc, on a des sommes importantes en remboursement, alors avec des erreurs un peu dans tous les sens, parce que autant l'administration fiscale est hyper organisée, autant les caisses de retraite et les liens entre les caisses de retraite et l'administration, c'est un peu fatigant. Donc, voilà, du jour au lendemain, ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes parti qu'on va vous croire. Dernier point, et puis j'amènerai aussi une petite précision, l'année de départ, on fait 2 déclarations d'impôt. Donc, je reprends mon exemple, vous partez le 20 janvier 2022, en 2023, vous aurez 2 déclarations. Une déclaration du 1er janvier au 20 janvier, ce qu'on appelle une déclaration classique 2042 que vous avez l'habitude de remplir, ou par exemple, vous allez dire, je déclare un compte bancaire au Portugal, un compte bancaire dans tel pays, j'ai des réductions d'impôts, des déductions d'impôts, je calcule mon impôt en fonction du quotient familial. Voilà. Et puis la deuxième partie de l'année, entre le 20 janvier et le 31 décembre, on va faire une déclaration 2042 NR. Donc, on va aller quasiment exploser des catégories de revenus, comme les revenus fonciers,
pour déterminer qu'est-ce qu'on va mettre dans cette deuxième déclaration. Sachant que dans cette deuxième déclaration, on ne va bien évidemment pas mettre de réduction d'impôt, pas de déduction d'impôt, puisque vous n'avez pas le droit à ça en qualité de non-résident. Vous n'avez pas à déclarer les comptes bancaires à l'étranger, puisqu'un non-résident n'est pas concerné par cette obligation. Et puis, l'envoi de ces deux déclarations permettra la transmission de votre dossier de votre centre des impôts où vous domiciliez, où vous étiez domicilié en France, vers un centre des impôts où vous serez domicilié en qualité de non-résident. Et donc, vous dépendrez à l'avenir du centre des non-résidents. Donc, voilà sur tous les éléments. Dernière chose, il ne faut pas laisser d'ardoise au fisc français parce que, typiquement, plusieurs fois par an, on a des clients, souvent plutôt des nouveaux clients qui viennent nous voir et qui nous disent « mais je ne comprends pas ». Alors, le dernier en liste venait d'Espagne. Il nous disait « mais le fisc espagnol m'a saisi ». Il faut savoir qu'au sein de l'Europe, vous avez des accords. Et donc, si vous avez une dette vis-à-vis du fisc français, dette qui peut être née avant le départ, mais aussi après le départ de France, l'administration fiscale française, en informant l'administration fiscale portugaise, pourra vous saisir les sommes nécessaires si vous ne les avez pas payées en temps et en heure. Donc, c'est toujours un peu particulier de voir une saisie du fisc portugais. Et lorsqu'on traduit le document que vous avez reçu, on constate qu'à la demande de l'État français, vous avez une dette fiscale et donc on l'a saisie, puis on va leur transmettre l'argent. Donc, voilà sur les bons réflexes, comment on se prépare, à quoi il faut penser avant de partir. Alors, vous pouvez aussi penser à ça une fois que vous êtes parti, mais il va falloir vous dépêcher un peu plus. Alors, j'ai vu un certain nombre. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions, c'est parfait. Oui, non, attends, Georges, excuse-moi, parce qu'il y a eu une dame qui a eu la politesse de lever la main dans la session. Donc, je voulais juste lui donner la possibilité de poser sa question. Marie, est-ce que vous pouvez poser votre question? Alors, comme je ne vois pas, moi, je vais mettre mon écran total. Je verrai si quelqu'un a des questions. Mais il y a la dame qui a posé, elle a levé la main tout à l'heure et je lui ai dit qu'on allait répondre aux questions par la suite. Mais oui. Alors, il y a Christina aussi qui a une ou deux questions. Allez-y, Christina. Oui, rebonsoir. Alors, oui, moi, j'ai une question, mais qui est plus globale. J'ai déjà assisté à vos réunions il y a 1 an et demi, je crois, et j'ai fait face à des urgences, on va dire, plus importantes. Et donc là, je remets mes projets en marche, mais je me demandais si vous aviez un accompagnement global, parce que moi, c'est ce que j'ai retenu de mes anciennes réunions, c'est qu'il y avait un vrai travail, on va dire, entre Lisbonne et Paris. Oui. Avec plusieurs intervenants, également dans l'immobilier, de mémoire. Oui, est-ce que vous avez un accompagnement global et auquel cas, qu'est-ce que vous proposez ou en tout cas, comment est-ce qu'on peut avoir le renseignement et quels sont les coûts de ces accompagnements si ces choses-là existent globalement dans votre entente professionnelle, on va dire. Christina, en fait, ça, c'est une question qui est beaucoup plus globale et qui concerne moi, Georges, puisque Georges est l'expert en fiscalité. Donc, ce soir, on parle surtout de fiscalité. Donc, par la suite, je peux répondre à vos questions, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des questions par rapport à la présentation de Georges, il n'y a pas de problème. Je vais répondre parce que typiquement, nous, on nous appelle souvent pour savoir comment on fonctionne. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un double sujet avec le Portugal, c'est que vous avez une problématique qui est d'abord essentiellement franco-française. C'est tous les sujets que je viens de vous passer en revue, parce que vous êtes résidente fiscale française. Et puis, vous allez avoir une problématique portugaise. Donc, nous, généralement, ce qu'on fait, en fonction du lieu où vous allez vous trouver, on va vous dire, voilà, tel cabinet fiscaliste va pouvoir vous aider. Il y a des avocats portugais dans le réseau qui vont pouvoir. Alors, ce sera bien évidemment, parce que nous, on a en France des règles déontologiques
totalement indépendants, notamment financièrement, même si l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que aucun cabinet d'avocats français ira faire votre dossier RNH auprès de l'administration fiscale portugaise. Et je vais même vous dire, si vous avez un cabinet d'avocats français qui vous le propose, méfiez-vous parce qu'il ne peut pas être bon sur les deux pays. Donc voilà, moi j'ai un positionnement extrêmement original puisque on va être clair, mes seuls concurrents aujourd'hui en France sont des cabinets anglo-saxons. Nous, on fait partir à peu près, on va dire, une dizaine, une quinzaine de foyers fiscaux par mois, toutes destinations confondues. Et donc, on fait ce qu'on appelle du family office. C'est-à-dire que tous les sujets dont je vous ai parlé, c'est nous, on va les voir avec vous lors d'un premier rendez-vous qui peut être en visio. Alors moi, il y a plein de clients que je n'ai jamais vus en réel parce qu'avec le Covid, ça compliquait beaucoup les choses. Et on va voir les points, on va leur demander des documents, puis on va analyser, on va simuler les impôts. Parce qu'il y a aussi ce sujet-là. Moi, je me retrouve avec des clients, des fois, qui viennent me voir et qui me disent « Mais je suis parti depuis 2 ans au Portugal, pourquoi mes impôts, ils sont comme ça ?» Alors, vous avez d'abord ceux qui se trompent dans les déclarations d'impôts. Mais il y a des erreurs des fois monumentales parce qu'ils pensent qu'on remplit une déclaration d'impôt d'un non-résident comme celle d'un résident. Et puis, il y a ceux qui, des fois, ne font même pas du tout et sont rattrapés par la police, comme on dit. Donc, le sujet, nous, on travaille comme un family office. C'est-à-dire qu'on va prendre la totalité du dossier et on va vous accompagner au minimum jusqu'à la première déclaration, celle qui va acter le départ de France. Maintenant, en pratique, c'est ce qu'on dit aux clients. Et moi, j'ai des clients qui, depuis 20 ans, sont toujours restés chez nous parce qu'ils nous disent, tout compte fait, c'est un confort que vous fassiez, que vous receviez toutes nos déclarations d'impôts et à chaque fois que le fisc envoie quelque chose, c'est plus facile qu'il les envoie à Paris que de les envoyer. Alors, Lisbonne, c'est une grande ville, mais des fois, il y a quand même des villes plus atypiques au Portugal. Donc voilà. J'ai une autre question intéressante qui est venue, je pense, ici. Il y a 2 questions, je pense aussi, qui sont assez pertinentes pour toute la salle et pertinentes pour toi. Donc, il y a Antoine qui pose la question, voilà. Est-ce que les actions de sociétés US cotées sur le marché sont concernées par l'exit tax? Oui. Alors, très important parce que c'est relativement peu connu et j'ai récupéré des dossiers de contrôle à cause de ça. C'est-à-dire que on parle de toute société et pas uniquement une société française soumise à l'exit tax. Alors, où on va avoir une difficulté vis-à-vis de la France, c'est que après on va voir quel est le régime imposable. C'est-à-dire que vendre d'une société américaine, la France peut faire un exit tax sur des titres d'une société américaine, mais le jour où vous allez les vendre, comme vous ne serez plus résident fiscaux français, à partir du moment où vous avez le respect du délai de l'exit tax, vous n'aurez pas d'imposition. Mais en droit, on va bien viser, nous on demande bien à nos clients les titres de toute société. Quand je vous parlais d'une problématique tout à l'heure d'action gratuite, moi j'ai un de mes clients qu'on a fait partir au Portugal au mois de décembre, parce qu'il est resté 15 ans dans une boîte informatique qui est française, mais il avait des titres de la société cotée à Londres. Et donc, on a tenu compte de ces titres pour la déclaration d'exit tax. C'est pour ça que je ne vous ai pas tout détaillé, mais c'est vrai qu'on est dans des sujets extrêmement techniques où on oublie quelque chose, il y a un sujet qui se pose. Alors, on va prendre une dernière question, Georges. Je pense qu'elle est pertinente. C'est Louise qui est dirigeante d'entreprise. Elle est à la fois dirigeante d'entreprise et aussi salariée de cette entreprise. Alors, elle demande comment ça se passe au niveau de l'imposition. Alors, désolé parce que je regardais, j'avais une question de Cindy aussi, je regardais. Alors, vous êtes dirigeante d'entreprise en France, une SE, salariée. Je ne suis pas marié, pas d'enfant. Vous pouvez, comment ça se passe concernant l'imposition en France? Alors, la question, c'est, on parle de quelle imposition? Si on parle du salariat, vous allez avoir, si vous voulez, tous les mois, vous avez, vous, le système du prélèvement à la source.
ce qu'on appelle le PASS. Dès que vous allez devenir non-résidente, vous allez passer sur un régime différent qui s'appelle celui de la retenue à la source. Ne pas confondre les deux. La retenue à la source, c'est en fonction de votre niveau de rémunération que vous allez payer l'impôt et plus en fonction du quotient familial. Donc, typiquement, alors, il y a toujours un peu de retard parce que l'expert comptable, moi, je le vois, hier, j'étais dans une discussion pour un de mes clients qui est parti à Dubaï au mois d'octobre et l'expert comptable le met en place uniquement à partir du mois de janvier. Donc, ce n'est pas très grave parce que pour 3 mois, nous, on va régulariser dans le cadre de la déclaration d'impôt, mais il y a une obligation sur le revenu de source française d'avoir la retenue à la source. Maintenant, si vous faites votre calcul sur les taux de retenue à la source, vous allez vous rendre compte que l'impôt est relativement élevé. Donc, on va plutôt, même si aujourd'hui vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, vous avez une imposition qui va être plus élevée que vous seul en qualité de célibataire. Donc, généralement, on va mixer ça avec de la distribution de dividendes. Et je vous réponds à la question essentielle derrière. Normalement, vous ne pouvez pas bénéficier de la sécurité sociale française. Alors, comme je vois qu'il y a de plus en plus de questions, je vais juste répondre rapidement aux 2 dernières pour dire qu'on n'a pas de souci de sujet. Il n'est pas interdit pour une personne qui va vivre au Portugal de conserver une résidence en France, qu'elle soit propriétaire ou locataire. Moi-même, j'ai des clients qui, parce qu'ils avaient un studio à la montagne, un appartement au bord de la mer, ont aujourd'hui 2, 3 biens indépendamment des biens qui sont loués. Donc, ce n'est absolument pas interdit. Ce n'est pas un élément de remise en cause de la résidence fiscale. Dernier élément, alors, je ne vais pas vous parler des crypto-monnaies. On a des régimes, puisque ça évolue constamment. On a des régimes qui, avant, n'étaient pas concernés par l'exit tax et commencent à être concernés par l'exit tax. Dans les crypto-monnaies, c'est un vrai sujet parce qu'on a des impositions qui sont plutôt, qui commencent à être un peu élevées. Et pour aller chercher une non-imposition, souvent, les personnes décident de partir à l'étranger.